Bonjour YouTube, c'est Chicon Vénère. Bienvenue à tous qui nous rejoignent. Mais voilà, donc hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu un décès, une personne qui a été tuée, percutée par la police. Et on n'en sait pas grand-chose, mais on va quand même lire l'article de Bruxelles Davy qui est sorti là cet après-midi pour être informé. Mais probablement, on aura des suites, des enquêtes dans les prochains jours et des témoignages qui vont peut-être sortir et qui vont nous donner plus d'infos sur ce qui s'est réellement passé. Parce que bien sûr, déjà maintenant, il y a deux versions, hein. Ici, il y a une version de Bruxelles Davy qu'on va lire ensemble avec quelques recueils de témoignages, mais il y a aussi la version du coup de la police qui est, comme souvent, assez différente. Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme en scooter est mort après avoir été percuté par une camionnette de police. Il circulait dans les Marolles, au croisement de la rue Blas et de la rue des Capucins, peu après minuit ce 12 mai. Les secours n'ont rien pu faire. Une seconde personne dont on ignore l'identité et l'état de santé a été évacuée en ambulance. Donc c'était deux personnes qui ont été percutées par la police. Selon des témoins, la police roulait sans sirène et à vive allure dans les étroites rues des Marolles quand elle a percuté le jeune homme. Ils n'avaient rien à voir ici, disait un témoin. Ils roulaient comme des fous et ils l'ont tué. La camionnette semblait en route pour rejoindre une autre équipe de police et ne poursuivait donc pas le scooter. Une enquête a été ouverte. La police n'a communiqué aucun détail sur les responsabilités éventuelles. Ces dernières années, plusieurs personnes ont été tuées après avoir été renversées par la police. C'est le cas de Mehdi, tué alors qu'il traversait la rue. La police n'avait non plus de sirène allumée. Par ailleurs, Adil, Sabrina, Wassim, Domenico, tous ont été tués après avoir été percutés par les forces de l'ordre. Et du coup, il y a un article de la RTBF qui est sorti quand même vraiment il y a 27 minutes, juste avant que je commence le live. Et du coup, ici, on voit déjà qu'il y a un élément de langage qui est très différent. On a vu dans l'article de Bruxelles Davy, hein, donc c'est toutes des choses qu'il faudra continuer à vérifier parce qu'il y aura une enquête, blablabla. Mais donc ici, selon les témoins que Bruxelles Davy a contactés, ou non, c'était dans Sudinfo, que Sudinfo a contacté, ils roulaient comme des fous, la police, et donc ils roulaient à vive allure. Et après, quand on regarde donc sur l'article de la RTBF, qui est donc coécrit avec le communiqué de la police, euh, ils mettent clairement que, tac, 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 ce dernier ajoute que les deux véhicules impliqués ne roulaient pas à une vitesse excessive et que le véhicule de police ne poursuivait pas le scooter, qui venait d'une direction différente. Donc on voit déjà aussi ici où la police a bien fait attention d'utiliser un élément de langage pour bien ne pas responsabiliser la police, tandis qu'on voit déjà qu'il y a d'autres éléments, d'autres vérités qui sont là, avec des témoins qui disent qu'ils roulaient effectivement à vive allure, ce qui est une mise en danger et du coup une responsabilité de la personne qui conduisait, et surtout dans les Marolles, qui est un quartier, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a un quartier à Bruxelles qui est très, avec des très petites ruelles, un quartier très densément peuplé, donc tu ne roules pas à vive allure dans ce genre de quartier. Voilà, donc on n'en sait pas plus, j'ai juste ces deux articles, avec l'article de Sudinfo que BX Bruxelles Davy reprend. Et on voit déjà deux versions différentes. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a très souvent des versions différentes et que souvent la police ment. Ce n'est pas la première fois. Ça a été le cas avec, par exemple, Sourour qui est décédé dans une cellule après s'être fait arrêter pour état d'ébriété dans la voie publique. Sourour, la police a dit qu'elle s'est étranglée avec son foulard et que c'était un suicide, tandis que la famille de la victime, les proches disent qu'elle n'était pas du tout suicidaire, qu'elle était très heureuse, qu'elle se sentait bien dans sa peau. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi Sourour se serait suicidé. Donc, et par hasard, on n'a pas les caméras de ce moment, tandis que je rappelle que normalement, chaque commissariat, chaque cellule est équipée de caméras. Mais comme par hasard, ce jour-là, ça ne marchait pas. Et donc, on n'a pas de preuve de comment Sourour est décédé. Et donc voilà, donc c'est souvent qu'il y a des versions très différentes et ça ne serait pas la première fois que la police ment. Pour les récentes violences policières, j'en avais fait une vidéo, la qualité n'est pas hyper bien, je pense que c'était ma deuxième vidéo, mais voilà, c'est malheureusement d'actualité et je reprends les quelques exemples où la police avait vraiment menti sur les faits. Il y avait par exemple aussi Joseph Chovanec qui a été tué par la police tandis qu'une des collègues faisait un salut nazi. Joseph Chovanec, il y a aussi eu des mensonges même du ministre de l'époque qui était Theo Franken. Et donc voilà, c'est à suivre. Du coup, je voulais parler pendant un petit moment de la Palestine, parce qu'il y a une actu, il y a eu une grosse manif dimanche, et il y a bien sûr tous les jours des manifestations à la Bourse, mais je voulais faire un point sur la différence de traitement de la police entre la grosse manif de dimanche et les manifs quotidiennes à Bourse, qui sont réprimées
de manière très violente. Il y a des gaz, il y a des tabassages, il y a le pompe à eau qui est mis en place, il y a des arrestations arbitraires. Tandis qu'à la manif du 11 mai, bah, tout s'est très bien passé, il y avait, et tant mieux bien sûr, mais c'était vraiment deux poids, deux mesures. On voit que en même temps, la police réprime quotidiennement les gens à Bourse, mais une fois par mois, c'est bon, on fait comme si tout va bien et comme si la police était du côté de la Palestine. Ça vient aussi avec une autre actu qui est dans le gouvernement, où il y a des négociations dans le gouvernement. Je pense que vous avez dû passer l'article ou quoi, que Bart Wever avait dit que lui aussi, il trouvait que c'était horrible ce qui se passait à Gaza et qu'il voulait un cessez-le-feu. Mais concrètement, on va en parler, concrètement, il n'y a pas eu d'action du gouvernement. Il y a toujours le MR qui bloque toute reconnaissance de l'État palestinien. Et même, c'est quelque chose de très symbolique, pas très concret, hein, tandis qu'il y a plein d'autres choses très concrètes que le gouvernement pourrait mettre en place pour boycotter et sanctionner Israël. Mais voilà, ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. On est seulement à l'ordre du jour de reconnaître l'État palestinien, ce qui serait déjà peut-être un pas, mais c'est totalement que dalle face à l'urgence de la situation et au drame auquel on assiste, au génocide auquel on assiste. Donc voilà, donc il y a eu ça, et donc Bart Wever qui fait son truc de ah oui, mais on doit être humain et on doit être pour Gaza, mais concrètement ne fait rien. Donc il a compris que l'opinion publique est en train de changer, que l'opinion publique est, ça fait un moment, mais que là il y a de plus en plus de mobilisation. Les manifestations à Bourse tous les soirs attirent de plus en plus de monde. Donc ça montre que la pression marche. Là, ce dimanche, il y avait 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles, tandis que ça fait des mois et des mois qu'il y a des mobilisations. Donc le mouvement ne s'est pas du tout essoufflé. Donc là, le gouvernement se sent obligé de se montrer humain et peut-être reconnaître la Palestine, mais on parle encore que d'actions symboliques, tandis qu'il y a encore plein de problèmes et de relations entre Israël et la Belgique. Ici, j'ai trouvé un article qui date de 2021 sur la Belgique est le quatrième plus gros exportateur de produits israéliens dans l'Union européenne. J'ai vu aussi des chiffres sur le port d'Anvers. Le port d'Anvers, par quoi, je pense, plus de 20% des biens qui vont vers Israël passent par le port d'Anvers. Il y a le secteur du diamant qui est totalement en lien avec Israël, parce qu'Israël a développé son secteur du diamant ces dernières années et donc passe par le port d'Anvers. Il y a l'industrie de l'armement, il y a les universités. Allez, il y a plein d'éléments où la Belgique a énormément de liens et soutient du coup Israël et sa politique. Donc le gouvernement, juste en déclarant reconnaître l'État palestinien, c'est totalement que dalle, hein. On pourrait faire beaucoup plus. Et en plus de ça, on n'en est pas encore là. Georges-Louis Boucher bloque toujours une reconnaissance de l'État palestinien. Theo Franken aussi, tandis que même dans la NVA, il commence à comprendre que l'opinion publique demande quand même des sanctions et qu'ils doivent quand même faire semblant qu'ils sont du côté libyen. Un acharnement aussi sur des personnes palestiniennes. Ici, par exemple, il y a eu Osama qui a été arrêté plusieurs fois, mais il y avait une autre personne, Ayman, voilà, qui a été arrêté plusieurs fois en 24 heures, et même aussi le jour de la mobilisation déclarée ce dimanche, donc ce 11 mai, il y avait une grosse mobilisation à Bruxelles pour la Palestine. Ce dimanche, il y a eu un groupe de Palestiniens qui sont partis de la Bourse vers le rassemblement qui était à Gare du Nord, donc c'est pas très loin, et en chemin, il y a certaines personnes palestiniennes qui se sont à nouveau fait arrêter, donc qui n'ont pas pu participer à la manifestation qui était déclarée légale, la grande manifestation nationale, tandis que c'est ces personnes-là qui militent tous les soirs pour la Palestine, pour leurs proches, pour leurs familles qui sont encore à Gaza ou en le reste de la Palestine. Et ces personnes-là sont arrêtées arbitrairement, sans raison, sans justification. Il y a eu même tout un temps où on n'avait aucun contact avec cette personne. Ses proches ne savaient pas s'il allait bien dans la cellule. Il n'avait pas eu droit à un téléphone, tandis que normalement, c'est légal, hein, on doit pouvoir passer un coup de fil. Donc voilà, on voit totalement le flop médiatique, hein, ils discutent, il y a certaines personnes qui veulent ça, Vorot fait une pétition, les engagés est en faveur, mais concrètement, c'est de la répression des militantes palestiniennes et il ne se passe rien au niveau de l'international. C'est ça qui se passe, quoi. Donc ça m'énerve de voir Bart Wever faire ses grandes paroles de j'ai pleuré pour Gaza, hein. Il avait fait des petites larmes au Parlement, il a un peu pleuré pour Gaza. Waouh, super, quoi. 1 an et demi après, on va enfin pleurer un peu pour Gaza, mais concrètement, on ne va rien faire. Que fait la Belgique ?
Premièrement, on doit dire que cette situation humanitaire est inacceptable. Israël, c'est un pays occidental, c'est un pays démocratique. Donc, Israël doit prendre la responsabilité de corriger cette situation. C'est Il bafoue le droit inacceptable. international. Israël a la responsabilité de régler la situation. Tu penses qu'après 1 an et demi de génocide, 77 années d'occupation, il suffit que Barthélémy dise «Eh, gérez un peu la situation, ouais, et ça va régler le problème». L'accord de gouvernement est très clair, il correspond au droit international où on veut aller vers la reconnaissance de la Palestine. Hein. Le droit international a déclaré que c'est un génocide. Le droit international a déclaré que Netanyahou était criminel de guerre, tandis que je rappelle quand même ici que Barthélémy a déclaré que si Benjamin Netanyahou serait en Belgique, il ne serait peut-être pas arrêté. Barthélémy a dit qu'il n'était pas certain que la Belgique arrêterait Benjamin Netanyahou si ce dernier se trouvait sur son territoire. Donc là, clairement, de nouveau, 2 poids 2 mesures. Venir dire que oui, c'est triste les images, ah oui, c'est terrible, il faut être humain, il faut qu'Israël règle la solution. Mais entre-temps, on ne respecte pas le droit international parce qu'il y a un mandat d'arrêt international de la Cour de justice internationale pour Netanyahou. Et tranquille, Barthélémy, il sait dire dans une interview qu'il est triste pour les enfants à Gaza, mais en même temps, il ne va pas arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il passe en Belgique, quoi. Et venir dire qu'il négocie sur la reconnaissance de la Palestine, ben, c'est totalement du pipeau. Parce qu'entre-temps, on n'arrête pas Netanyahou, entre-temps, on n'arrête pas les entreprises, entre-temps, on n'arrête pas les collaborations avec les universités, et entre-temps, Jean-Louis Boucher peut tranquillement raconter partout que ce qui se passe en Palestine n'est pas un génocide, et comparer ça au génocide des Juifs d'Europe, et faire des comparaisons totalement ahurissantes. Bref, donc on voit totalement l'hypocrisie. J'en ai parlé là tantôt aussi avec la pétition là, du Vorat sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai tout le temps de la pub pour Vorat. C'est trop chiant, mais c'est parce que je scrute leur réseau aussi pour voir ce qu'ils disent parfois de temps en temps pour l'analyser dans mes critiques médias. Mais du coup, ça fait que j'ai toujours des trucs sponsorisés du Vorat. Je pense qu'ils me prennent pour un petit socialo jeune qui est intéressé par le Vorat. Et du coup, je vois tout le temps leur publication de «Oh, Palestine, Palestine, Palestine». Mais vous êtes dans le gouvernement. Vous êtes dans le gouvernement. Démissionnez si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au gouvernement. Tant que la Belgique peut prendre des actions concrètes, quoi. Le Vorad pourrait démissionner plutôt que faire une pétition à la con, quoi. Non, la NVA dit simplement ce qui est dans l'accord de gouvernement et c'est ce qu'on a toujours dit. Le C'est la CPMV, solution les à 2 engagés, États. Vorreut. Je constate que Mais pour une solution à 2 États, il faut peut-être qu'il y ait un État palestinien qui ne soit pas bombardé et qu'il y ait encore des Palestiniens, quoi. Donc, il faut peut-être que tu pourrais au moins demander un cessez-le-feu. Même ça, il n'arrive pas à le dire, quoi. C'est ouf. il faut éviter que chaque pays fait quelque chose. Il faut parler avec une voix. Et M. Macron, qui a pris le lead de l'Europe dans certaines questions géopolitiques, il est très bien placé pour mener cette initiative aussi. Et moi, j'ai l'ambition de le suivre si le texte correspond à ce qu'il m'a dit à Paris. Depuis quand les nationalistes flamands suivent ce que Macron va faire? C'est quoi cette époque? En 2025, les nationalistes flamands font ce que Macron fait. Mais on marche sur la tête. Bien dit, Barnap, oui, depuis que Macron a un gouvernement plein de fachos. Bah oui, en fait, là, je comprends, ouais, là, je comprends pourquoi. Ah, c'est déjà fini, l'international? On parle juste de la Palestine, même pas très longtemps. Il n'y a rien que le journaliste vient rajouter, contrecarrer, critiquer. Mais on ne parle pas du Congo, on ne parle pas du Soudan, on ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine, on ne parle pas de ce qui se passe, je sais pas, en Haïti, en Kanaki, en Iran, en Irak. Bref, il est un peu petit le volet international quand même. Donc ici, il y a Philippe Claus qui a répondu ici dans la Libre. Et il dit bien sûr que ce n'était pas déclaré, qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent manifester, que malgré le fait qu'il soutient ou qu'il ne... Non, il ne prend même pas position. Voilà. Ici, il avait mis, si le bourgmestre garantit qu'il ne juge pas les causes défendues, il explique s'opposer au comportement de ces manifestants qui, selon lui, profèrent des chants pro-Hamas et insultent certains passants ainsi que la police. Je ne peux pas tolérer qu'ils s'en prennent en otage le centre-ville. Donc déjà, les chants pro-Hamas, s'il y en a, c'est quand même c'est très minoritaire. Et deuxièmement, ce n'est pas des raisons pour arrêter arbitrairement les gens. Et aussi, c'est la police qui crée la tension. Ici,
insulte certains passants et ainsi que la police. Ça, c'est totalement un élément de langage. La police, si elle ne viendrait pas en nombre avec des Robocop, avec des gros boucliers, ben, peut-être qu'ils ne seraient pas insultés s'ils n'étaient pas en train de foutre la pression quotidiennement aux manifestants à la bourse, quoi. Donc c'est totalement un élément de langage et venir justifier ça de « Ah, aucune demande officielle a été introduite ». Ben non, parce qu'il faut faire des demandes officielles un mois à l'avance. Donc notre droit pour manifester, on ne peut pas le faire si on veut manifester tous les jours et qu'on est face à une urgence telle qu'un génocide, où là, il faut agir tout de suite et on ne peut pas attendre un mois pour faire une petite demande de manifester, quoi. Cassez-vous, allez plus loin aussi, pas dans le lieu touristique hein, où ça tâche la belle ville, la belle bourse que les touristes viennent voir. C'est ça aussi surtout qu'ils veulent éviter, qu'ils veulent mettre les manifestants un peu dans un coin pour que ça ne se voit pas trop, invisibiliser la lutte. Et c'est justement pour ça que les manifestantes décident de se mettre à la bourse parce que c'est le seul endroit où ils sont visibles et où les gens en entendent parler et que les médias s'en prennent, quoi. Tandis qu'au niveau politique, les bourgmestres de Bruxelles se déclarent ville antifasciste, commune antifasciste. Ça réprime des gens, ça tabasse des gens, ça gaze des gens, surtout des Palestiniens. Mais non, on est une ville, une commune antifasciste. De la com, une hypocrisie, ça ne veut rien dire concrètement, cette commune antifasciste. C'est totalement un mot vide de sens. Oui, ça déclare qu'ils ne tolèrent pas les discriminations, qu'ils ne tolèrent pas les fachos, et très bien, mais concrètement, il ne se passe rien. Concrètement, il y a des fachos qui viennent débouler dans Molenbeek, et concrètement, la police les laisse faire. Concrètement, il y a Jordan Bardella qui vient discuter au centre-ville. Concrètement, la police vient taper les manifestants qui protestent contre. Donc c'est ça la ville antifasciste selon Bruxelles, quoi. Donc voilà, c'est totalement hypocrite. Et moi, ce qui m'énerve surtout là-dedans, c'est voir des gens qui se disent de la gauche radicale, que ce soit le PTB ou des gens d'écolo, je ne sais pas, qui se disent fièrement, regardez, on a réussi à faire voter que la commune est antifasciste, tandis que ça ne change rien, quoi. Concrètement, ça n'aide à rien. Concrètement, il y a des fachos qui viennent. Concrètement, il y a la police qui tue encore des gens tout le temps. Donc bon, c'est bien chouette. Et je vois les gens de PTB ou d'écolo brandir ça comme si c'était la victoire et que comme ça, c'est bon, il n'y aura plus de fachos à Bruxelles. C'est pas ça qui va retenir les Brugeois de venir casser la gueule aux gens, quoi. Imaginez un instant que ce soit des Bruxellois qui soient allés semer le chaos à Bruges. Non, j'ai mieux. Vous vous souvenez de cette bagarre générale sur la plage de Blankenberg il y a quelques étés, où des touristes bruxellois s'étaient envoyés des parasols à la figure. L'indignation avait été alors générale, à tel point que le Vlaams Belang avait réclamé le rappel immédiat de la commission de l'intérieur de la Chambre en plein été pour discuter de l'affaire au Parlement. Le manque de réaction de ce qui s'est passé à Molenbeek dimanche est aussi une des choses qui banalise le racisme et qui fait que les racistes se sentent pousser des ailes. Parce que si ceux-là qui sont passés à l'action ne sont pas défoncés par la police ou par le quartier ou par la justice, ceux qui n'osaient pas trop parce qu'ils avaient peur de représailles, cette fois-ci, ils vont oser. Tu vois. Donc, Kif Kif fait bien de rappeler que le manque de réaction de la part de à propos de ce qui s'est passé dimanche passé, ça va faire que ce genre de choses vont réarriver, que ça va être plus fréquent. Donc, c'est important qu'il y ait une réaction ferme, qu'il y ait des décisions qui soient prises, qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises. La violence idéologique s'accompagne également de manifestations physiques. Le dimanche 4 mai, une explosion de violence raciste a eu lieu à Bruxelles. Des membres du gang d'extrême droite North Fanatics 13, soi-disant supporters du club de Bruges, ont défilé dans Bruxelles, criant ouvertement des slogans racistes, vandalisant des commerces et frappant des passants à coups de poing et de bâtons. Selon une porte-parole de la police, plusieurs personnes ont été blessées. Elle qualifie cela de violence totalement inaccessible, insensée et extrême. Ce qui m'a marqué, c'est la façon dont elle a prononcé le mot extrême. Une telle violence perpétrée par des hommes blancs n'est pas courante à Bruxelles. Je pouvais le lire sur son visage. Ce que j'ai trouvé remarquable, cependant, c'est le silence qui a suivi. Aucune analyse sociologique approfondie. Aucun ministre de la VRT ou de VTN ne s'est précipité pour condamner les violences. Aucun faiseur d'opinion n'a parlé de génération perdue ou s'est demandé où sont les parents. Plusieurs centaines de hooligans d'extrême droite ont exprimé haut et fort ce que certains politiciens murmurent depuis des années en Flandre. Lorsque le président du Vooruit, Conor Rousseau, a déclaré qu'il ne se sentait pas en Belgique à Molenbeek, il a légitimé un sentiment qui existe depuis longtemps dans une partie de la population. Dans les rues de Bruxelles, les hooligans l'ont traduit ainsi. Bruxelles est à nous.
ce qui était autrefois exprimé sur des forums d'extrême droite est aujourd'hui répété par les politiciens dans les parlements et sur les écrans de télévision. Rousseau disait qu'il nommait des problèmes, mais en réalité, il réduisait les gens à des problèmes. En 2015, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jan Jambon de la N-VA, avait déjà déclaré qu'il allait nettoyer Molenbeek. Ces auteurs de violences d'extrême droite pensaient probablement répondre à cet appel à leur manière, en chassant les personnes de couleur de Bruxelles. Des déclarations comme celle-ci de la part de politiciens déplacent les limites de ce qui est socialement acceptable. Ce qui a déferlé dans les rues de Bruxelles dimanche n'était pas une explosion spontanée de frustration, mais le résultat prévisible d'une société soumise à une pression croissante de la part de son modèle social choisi. Nos villes deviennent de plus en plus diversifiées, les rues plus colorées, mais le racisme devient de moins en moins tabou. Ça exige une réflexion sérieuse de la part de chacun d'entre nous, et en particulier de la part de nos représentants politiques. Lorsque même les partis et des politiciens autoproclamés progressistes utilisent une rhétorique raciste et normalisent de telles déclarations, qui reste-t-il pour les combattre? Lorsque les violences des hommes blancs est minimisée, tandis que celle des jeunes issus de l'immigration est amplifiée, nous créons une société profondément divisée. Lorsque les politiciens alimentent le racisme d'un groupe mais criminalisent les frustrations d'un autre, ils renforcent le conflit qu'ils prétendent vouloir résoudre. Les émeutes à Bruxelles ne sont donc pas un incident isolé. Ils sont le symptôme d'un changement plus large, du racisme comme phénomène exceptionnel au racisme comme fait banal. C'est peut-être là la plus grande menace du moment. Alors, sommes-nous plus ou moins racistes que maintenant? Nous ne sommes pas nécessairement plus racistes qu'avant, mais aujourd'hui, le racisme est plus visible, plus affirmé et plus accepté socialement. Ça le rend non seulement plus dangereux, mais aussi plus difficile à combattre. Il porte désormais un costume, parle avec un grammaire correct et s'assoit dans les studios des talk-shows, où il se présente comme progressiste. Et de là, le vent souffle à nouveau dans les rues. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le racisme ouvert des hooligans de Bruges. Ce qui m'inquiète, c'est le malaise de notre société à aborder le racisme et la tendance à vouloir la repousser. Ce faisant, non seulement nous laissons tomber une génération, mais nous créons également un problème sociétal qui nous hantera pendant des générations à venir. Sommes-nous plus ou moins racistes maintenant? La réponse honnête est « nous en avons moins honte » et c'est peut-être pire. Près de 2 jours plus tard, le silence du Premier ministre Bart Wever de la N-VA et du ministre de l'Égalité des chances Rob Benders de Vooruit est assourdissant. Alors que leurs partis sont indéniablement en partie responsables de l'alimentation de la haine contre les musulmans et de la stigmatisation de Molenbeek en particulier, après les émeutes à Molenbeek, pendant le réveillon du Nouvel An, Theo Franken de la N-VA a déclaré que la police doit tirer sur ces racailles. Le contraste avec leur silence actuel est symptomatique du 2 poids 2 mesures utilisé par leur parti. Nous avons donc de sérieuses questions sur l'action policière du dimanche. Comment est-il possible que la police ne soit pas intervenue ou n'ait pas été présente au moment de l'incident? Tous les efforts doivent être faits pour que ça ne se reproduise plus. Kif Kif supervisera ça et nous attendons la même chose de nos partenaires du milieu du terrain. Le manque de sérieux politique entourant cette attaque raciste est inacceptable. Il y a dans l'accord de gouvernement fédéral une politique de sécurité au détriment des droits de l'homme, un article de Kif Kif, organisation antiraciste flamande. Le nouvel accord de coalition contient peu de raisons d'être optimiste dans la lutte contre le racisme, et ça vaut également pour l'intelligence artificielle et la haine en ligne. Le gouvernement de Wever ne prend pratiquement pas en compte les effets négatifs de l'IA sur les droits de l'homme et voit cette technologie avant tout comme une opportunité de réaliser des économies supplémentaires et de mettre en œuvre une politique de sécurité et de défense répressive et agressive. Il y a une absence totale d'approche face à la haine en ligne. L'acte européen sur l'IA est entré en vigueur le 1er août 2024. Il s'agit d'un cadre juridique européen sur l'intelligence artificielle qui impose des règles aux entreprises et aux gouvernements dans la production et l'utilisation de l'IA. Malgré certaines dispositions positives, la société civile européenne est très critique à l'égard de la loi sur l'IA, du point de vue des droits humains. Le gouvernement fédéral de la Belgique avait l'occasion de remédier aux faiblesses de la loi sur l'IA, mais a plutôt décidé d'exploiter activement ces faiblesses. Nulle part, ça n'a été plus clair qu'en Belgique en ce qui concerne l'utilisation de la reconnaissance faciale et d'autres technologies de surveillance qui exploitent l'IA. Plutôt que durcir la réglementation, comme le demande Kif Kif dans sa lettre ouverte vers les politiques générales, le gouvernement fédéral entend mettre ces technologies au service le plus rapidement possible. Le gouvernement fédéral souhaite créer des jardins d'essai où des expériences pourront être menées.
entre autres avec la technologie de reconnaissance faciale pour la détection de condamnés et de suspects. Un autre objectif est d'étendre la législation sur les caméras pour permettre davantage d'applications de surveillance par caméra, et surtout des caméras intelligentes. Comme nous l'avons déjà écrit, il n'a jamais été démontré que l'utilisation de caméras IA conduisait à une sécurité accrue ou à une réduction de la criminalité. Mais il a été prouvé qu'elle conduisait au profilage ethnique et une sursurveillance des groupes marginalisés. Les biais structurels dans les modèles d'IA, en partie dus à des données non représentatives avec lesquelles elles sont formées, conduisent à encore plus de discrimination et de racisme. Les exceptions prévues par la loi sur l'IA rendent également les groupes marginalisés particulièrement vulnérables à la surveillance. Il n'existe quasiment aucune restriction concernant la surveillance par l'IA lorsque la police estime qu'elle concerne la sécurité nationale. Cette disposition représente un risque énorme pour les militants et dissidents, qui sont déjà la cible de la surveillance utilisant ces technologies partout dans le monde. Les atteintes à la vie privée, par exemple celles des militants pro-palestiniens, pourraient se produire en toute liberté et en coulisses. Il existe également une absence totale de la réglementation concernant l'application de la surveillance par IA au contrôle aux frontières. Par exemple, la police des frontières est autorisée à utiliser un logiciel d'IA qui prétend pouvoir reconnaître les émotions et détecter les mensonges. What? Une IA qui serait capable de reconnaître les émotions et détecter les mensonges. C'est n'importe quoi. Bien que cette technologie soit totalement peu fiable et discriminatoire, elle est toujours présentée comme un outil de gestion des frontières. L'IA entraînera donc presque certainement de nouvelles violations des droits de l'homme à l'encontre des migrants-migrantes. Au niveau international, le gouvernement suit la rhétorique de guerre qui a pris une ampleur depuis l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. L'ambition est d'investir dans les moyens de guerre électronique et d'intelligence artificielle, a déclaré le gouvernement. L'élargissement de notre cybercommandement vise, entre autres, à accroître notre résilience face aux ingérences étrangères et, si nécessaire, à nous préparer à des opérations offensives, comme indiqué dans l'accord de coalition. L'accord fait ensuite référence à plusieurs reprises au danger des fausses nouvelles et des désinformations dans les réseaux sociaux. L'objectif est de mener des campagnes de sensibilisation et de collaborer avec les médias et les entreprises technologiques pour lutter contre la désinformation et demander des comptes aux plateformes en ligne. Cependant, les mesures concrètes manquent. Ce qui est frappant ici, c'est que le texte suppose que les fausses nouvelles, donc les fake news, sont les produits d'une ingérence étrangère malveillante, alors que les recherches montrent que les fausses nouvelles sont avant tout le produit d'une stratégie politique d'extrême droite. Il n'est donc pas surprenant que les campagnes de haine en ligne, une autre stratégie politique d'extrême droite, ne soient pas du tout mentionnées. Cependant, la haine en ligne n'est pas moins dangereuse pour notre démocratie que les fake news. Un rapport de recherche de KifKif a également montré qu'il existe un modèle de profit et une stratégie électorale derrière tout ça. Ce qui est nulle part abordé dans l'accord de coalition, c'est une vision cohérente de la protection des droits de l'homme à l'ère numérique. Nulle part on ne prête attention aux alternatives à la concentration du pouvoir par les grandes entreprises technologiques, comme la construction de plateformes médiatiques décentralisées ou le développement d'une intelligence artificielle publique qui ne sert pas qu'à une société de plus en plus inégalitaire. Il n'existe pas de mesures ambitieuses pour défier le pouvoir incontrôlable des big tech. Au lieu de ça, ils poursuivent des politiques agressives de sécurité et d'austérité qui ne feront qu'accroître les inégalités.